Premièrement, je voudrais remercier les intervenants qui ont répondu présents en cette fin d'après-midi pour une de nos tables rondes extrêmement importante, puisque le thème que nous avons choisi, c'est produire des richesses en France. Je dirais pourquoi on a choisi ce thème, pourquoi il nous paraît d'actualité. Mais avant, je voudrais d'abord vous les présenter. Alors, il n'y a pas d'ordre protocolaire. On va commencer à gauche pour aller à droite. Vous me direz que c'est souvent ce qui se passe. On ferait bien de faire l'inverse. Mais bon. Donc, on commence par Fatima Belaredj, qui est la directrice générale de la CGSCOP. Tout le monde connaît ce que sont les sociétés coopératives ouvrières de production. Elle vous le dira. Et Arnaud, il n'est pas là. On a un grand militant des SCOP. Ah oui, voilà. Arnaud, qui est aussi un grand acteur des coopératives. Ensuite, Nicolas Ravaille. Alors, les amis de la GRS le connaissent bien. Nicolas a beaucoup travaillé. J'aime pas dire lobbyiste européen parce que ça a toujours l'air d'être le mec qui soit vend les institutions européennes, soit vend des entreprises à l'Europe. Non, c'est un avocat. On a un long cheminement commun puisque quand j'étais députée européenne, on a beaucoup travaillé ensemble. Il a été l'attaché parlementaire de François Hollande. Oui, oui, ça existe. Et il a beaucoup souffert. Non, bah, François est charmant, mais bon, il a souffert sur le fond. Donc, et il a une très belle expertise de ce qui se passe en Europe, et d'autant plus qu'il est un des experts de l'école de guerre économique et que nous avons travaillé ensemble sur l'intelligence économique. Ensuite, François Omril, qui est le secrétaire national, comment c'est le titre? On dit président chez nous. Ah, carrément, ben c'est bien. Président, François Mitterrand, même quand il n'était pas encore président de la République, tout le monde l'appelait président. Donc, président en France, c'est un titre important. Donc, président de la Confédération CFE-CGC, qu'on est très content d'avoir parce que c'est un syndicat d'abord qui est très mobilisé sur la question industrielle, sur la question de la production nationale et au-delà de l'engagement de François et de son syndicat, nous avons souvent écouté et entendu les amis qui avaient travaillé sur le dossier Alstom General Electric, et ça a été l'occasion de découvrir à quel point l'importance de l'intervention des salariés et des cadres souvent était assez vitale pour défendre nos activités économiques. Ensuite, nous avons Gauthier, alors cette fois, je t'ai demandé 3 fois ton nom de famille, Chapuis, Gauthier Chapuis, qui est adjoint au maire du maire de Lyon, qu'on a vu ce matin. Il est chargé de la végétalisation. Vous allez me dire quel rapport, encore qu'il va vous raconter qu'on achète les végétaux en dehors de France, mais surtout de l'alimentation. Et cette question de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire est évidemment quelque chose de très important. Donc, je vais d'abord vous dire en quelques mots pourquoi nous avons choisi ce sujet. Produire des richesses en France, nous, à la GRS et à la Fédération de la gauche républicaine, on intervient souvent sur la réindustrialisation. C'est le Made in France et la réindustrialisation font partie de nos ADN historiques. Et on se dit, pourquoi un énième débat? D'abord, on souhaite qu'il ne soit pas que sur strictement ce sujet-là. Nous pensons qu'il y a un problème de réflexion des Français sur produire des richesses. Parce qu'on nous dit à longueur de journée, il faut faire de l'austérité, mais à partir du moment où on ne produit plus de richesses, évidemment, la simple redistribution n'est pas un élément qui construit du progrès collectif, et il faut payer de sécurité sociale, etc. Donc produire des richesses n'est pas un but en soi, mais néanmoins c'est indispensable. Et ça pose la question du débat croissance, pas croissance. Débat qui au sein de la gauche n'est pas aussi clairement arbitré. Nous faisons partie historiquement, mais ça peut être un débat, de celles et ceux qui plaidons pour la croissance, mais évidemment avec une grosse réflexion stratégique sur quelle croissance, comment on la compte, qu'est-ce qu'on met en compte. Premier débat autour de ça. Deuxièmement, le rapport Draghi qui est sorti cette année montre à quel point l'Europe
est dans un mécanisme de déclassement économique, industriel, et dans le secteur des technologies et de l'innovation. Et en particulier, alors que la France était dans le secteur de la recherche et de l'innovation plutôt un pays considéré comme étant à la pointe, on a là quand même des reculs extrêmement inquiétants. Donc, il y a un lien étroit entre recherche, innovation, production, industrialisation. Autre point qui nous paraît important, on a toujours été pour le Made in France. Et on entend beaucoup parler de réindustrialisation. J'entendais encore je ne sais quel ministre nous refaire toujours la même, j'allais dire, propagande, disant grâce à la baisse des cotisations patronales et du coût du travail. Donc, j'en étais à dire qu'on a beaucoup de propagande sur la France se réindustrialise. On aimerait que ce soit vrai. On n'est pas là pour jouer la politique du pire. Sauf qu'on vient de voir que ce trimestre, le dernier trimestre dont on a les chiffres, on a de nouveau plus de disparitions d'usines que de création de nouvelles usines. Et puis, on nous dit que l'on est le premier pays de l'Union européenne pour les investissements étrangers en Europe. Et bien, la réalité, c'est qu'on est le premier en nombre d'investissements, mais pas en masse d'argent d'investissement réel. C'est-à-dire, entre une gigafactory et une petite PME, bon, ben, ça fait 1-1, mais ça n'a pas le même impact en termes d'industrialisation. Donc, on nous raconte beaucoup de bobards, et parfois même, ça démoralise terriblement les salariés dans un territoire. Prenez un territoire comme Dunkerque, où là, il y a quand même des arrivées, mais il y a aussi énormément d'entreprises qui ferment. Donc, il faut qu'on ait un discours de vérité, pas pour accumuler les critiques et la démoralisation collective, mais parce qu'il ne faut pas se tromper sur les outils pertinents à mettre en œuvre pour réussir cette réindustrialisation. Et en particulier, la simple baisse du coût du travail n'est à l'évidence pas suffisante pour cela. Je voulais terminer sur un point. Je vous invite à lire le livre que vient de sortir Olivier Luancy, qui a fait on lui a commandé un rapport sur les conditions de la réindustrialisation, comment mobiliser l'argent, etc. Et son rapport, ben, on n'a pas voulu le publier. Pour une raison simple, c'est qu'il était un peu hétérodoxe sur les solutions, alors qu'il vient quand même d'un univers, on pourrait dire, social-démocrate, hein, culturellement. Non, non. On est hétérodoxe parce qu'il dit qu'en réalité, on a des outils qu'on ne veut pas mobiliser. Et on peut s'interroger sur pourquoi on ne les mobilise pas. Donc c'est peut-être là-dessus, Nicolas, que je voudrais qu'on commence notre débat. Tu connais ce rapport, on était ensemble quand on l'a rencontré. Il y a quand même pas mal de réalités qu'on n'avait pas perçues et d'outils à mobiliser qui nous paraissent quand même porteurs d'avenir. Mais le plus difficile, c'est comment déclencher la volonté politique et le réalisme qui nous amènerait à le faire. Merci Marie-Noëlle, merci aussi d'avoir rappelé notre complicité au Parlement européen et qui consistait à défendre des intérêts économiques et patriotiques. C'est vraiment un sujet d'actualité parce que quand on regarde les débats politiques actuels, la crise politique que l'on traverse, les enjeux liés aux finances publiques françaises, on réalise qu'en fait, et moi je vous le dis, avec un regard européen porté par l'Union européenne qui travaille sur ces sujets-là au quotidien, et notamment les analyses de l'Union européenne de nos dépenses publiques. La réalité, c'est qu'en France, on s'entretue entre nous sur la pénurie. Mais le problème de la France, c'est pas qu'elle dépense trop. Elle dépense pas trop pour son école, dépense pas trop pour sa santé, dépense pas trop pour sa sécurité, sa défense, sa justice. Le problème de la France, c'est qu'on gagne plus rien. On ne gagne plus rien. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi les erreurs des prévisions de Bercy, c'est qu'ils avaient tablé sur des rentrées qui n'arrivent pas et que donc maintenant,
la classe politique s'entretue sur le partage de la pénurie. Alors la gauche n'est pas plus mal, hein, plus de justice sociale. La droite dit mais non, il faut faire des économies, mais des économies où? On voit bien qu'on ne peut pas. Et quand on regarde Eurostat, les données, et ça c'est l'Union européenne qui le dit avec son office de statistiques, c'est incontestable pour toute la classe politique française. La France, par exemple, c'est un pays où la productivité du travail est très bonne, bien meilleure que dans les autres pays. On n'est pas un pays qui n'est pas productif. C'est la productivité de la France qui baisse profondément, mais pas la productivité du travail. Nos ouvriers, nos cadres, ils sont extrêmement productifs dans leur manière de travailler. On se défend pas. Bon, par exemple, on va acheter des armes de petit calibre en Autriche. L'Autriche, c'est pas un pays qui a des coûts du travail inférieurs à la France. C'est un pays qui a même pas de marché domestique. Donc, sa production, on peut pas l'acheter. Ça suffirait pas. La France, ça suffirait, hein, à rendre rentable ce type de production-là. En Autriche, même pas, parce que c'est trop petit et il n'y a pas assez de commandes. Et pourtant, ils sont plus rentables que nous. Donc, ce qui veut dire que le premier défi qui est celui de notre table ronde, c'est la manière dont nous, on travaille, nous-mêmes, entre nous. Et c'est ce que nous montrait Olivier Luancy dans son rapport qu'il a publié sous forme de livre qui s'appelle « Le défi ». Il énumère un certain nombre de points. Alors, je les reprends, mais vraiment très vite, hein, puis je ne suis pas aussi apte à le présenter qu'il ne le ferait lui-même, mais il nous parle par exemple du défi énergétique. Il nous dit, pour relancer la production en France, il faut de l'énergie. Il faut augmenter de 15% de production d'énergie. Alors moi, je m'attendais à un truc, il va falloir des milliards d'euros, relancer des centrales, reproduire, se diviser sur les sources d'énergie, etc. Non, il faut juste que nos centrales actuelles, nos centrales nucléaires, passent d'une production aujourd'hui qui est à 70% de leur capacité à 80%. Ça ne change rien, enfin, ça ne dérange même pas ceux qui sont hostiles a priori à l'énergie nucléaire, parce que ça n'a pas plus de risques, c'est pas moins, non. Il faut un accord avec les syndicats, l'Institut de sûreté nucléaire, et puis il faut que quelques financiers fassent un peu moins de spéculation sur l'énergie. Puis voilà. Mais ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Il faut plus d'écoles d'ingénieurs notamment. Bon, ça, on doit pouvoir l'organiser quand même. On est capable, on en a. Il ne faut pas des grandes écoles. Il faut plein d'écoles d'ingénieurs très adaptées. Il faut du foncier. C'est 4 fois rien à changer dans la loi. Enfin, ça, on est capable de le faire en moins de 6 mois si on a la volonté. Le problème de la réindustrialisation, presque quand on pose la question, c'est pas comment il faut faire. C'est devenu pourquoi on ne le fait pas. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance sur nous-mêmes. Alors, il faut aussi des capitaux. Et là, on découvre, et on était ébahis, que 2 à 3% de l'épargne des Français, via nos banques, nos institutions financières, ça part acheter des bons du Trésor aux États-Unis, lesquels bons du Trésor aux États-Unis financent l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire la réindustrialisation des États-Unis, contre les Européens. Mais on est en train de financer ça, alors que nous, on a les outils financiers, hein, notamment pour vous financer, vous. Moi, j'ai créé la Fédération européenne des fonds territoriaux pour l'économie sociale et solidaire et pour les SCOP en 2007, hein, avec des régions et avec des territoires, sauf qu'on n'utilise pas, on ne mobilise pas. Donc, il nous dit, l'argent pour réindustrialiser, on l'a encore, et j'y reviendrai avec les fonds européens. Donc, c'est quand même invraisemblable qu'il y ait cette désorganisation, ce refus, et ça devrait transcender. La crise politique qu'on a connue en France, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des débats politiques, une gauche, une droite, etc. Mais quand je compare avec l'Allemagne, elle a l'impact, elle ne débat pas de ça. Donc quelle que soit la combinaison politique que vous allez avoir pour avoir un gouvernement, il y a un consensus qui s'opère de manière très large sur on produit, on investit à l'étranger, et puis on ramène en Allemagne le produit de nos excédents commerciaux et on ne partage pas, quoi. Et on ne partage pas, c'est-à-dire qu'on n'utilise même pas nous-mêmes. Et c'est là que moi, j'interviens davantage. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que décrit Olivier Luancy, si on le fait, et il faut le faire, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce qu'on est dans un cadre européen, et le cadre européen, il nous crée 2 obligations qui sont liées à ce qu'il faut bien accepter et sortir du déni, à gauche comme à droite. C'est ce qui s'appelle une guerre économique. Marie-Noëlle a eu le courage de porter une proposition de loi sur l'intelligence économique. C'est même aller maintenant au-delà, c'est une guerre économique. Le plan France Relance, pour réindustrialiser, c'est 54 milliards d'euros à échéance de 2030.
ce que nous expliquait Mathieu Pizzo tout à l'heure en disant l'Allemagne, elle ne renverse pas à ses travailleurs, salariés, en pouvoir d'achat, etc. Ben non, elle va l'investir ailleurs. Par exemple, elle va l'investir en Ukraine. Les investissements allemands en Ukraine, selon la Banque mondiale, sur les 20 dernières années, c'est 1100 milliards. Dans un pays en guerre, c'est-à-dire depuis 2 ans, c'est plus de 185 milliards. Vous voyez, nous, on met à échéance, pas pour la guerre, pas pour acheter des armes, pour autre chose. Ce sont des investissements pour produire en Ukraine, sous salaire ukrainien, sous qualité de main-d'œuvre ukrainienne, sous temps de travail ukrainien, avec des technologies allemandes, qui ensuite, parce que l'Allemagne a fait adopter ça par l'Union européenne et dans un processus actuel de débat pour élargir et rendre périn cette disposition-là, c'est-à-dire donner un accès à tout ce qui est produit en Ukraine au marché intérieur européen. Mais aucune industrie française ne pourra résister face à ce qui sera produit là-bas et réimporté dans l'Union européenne sans droit de douane avec ce que je viens de décrire. Et vous en avez pour plus de 180 milliards. Si on ajoute les Pays-Bas, c'est 350 milliards investis dans un pays en guerre, là où d'habitude les financiers ils vont pas. Hein. Ils y vont après les guerres pour gagner de l'argent dans la reconstruction, mais pendant la guerre, ils y vont pas, ça fait peur. Mais non, là, en pleine guerre, 350 milliards sur 2 États membres de l'Union européenne ont été investis pour industrialiser l'Ukraine. Et en réalité, quand on dit qu'on veut aider l'économie ukrainienne qui est en guerre, et c'est pour ça qu'on abandonne les droits de douane vers l'Union européenne, on n'aide pas les Ukrainiens. On aide ceux qui ont investi, qui sont effectivement allemands, néerlandais, aussi américains, et aussi les Chinois, qui ensuite vont revenir. Les usines, quand j'entendais Thierry, à juste titre, nous disait oui, c'est vrai, on a taxé les voitures. Alors, non, on ouvre la possibilité, ce qui déjà va être un débat pour savoir on utilise, on n'utilise pas, on ne veut pas de guerre commerciale, c'était rappelé ce matin aussi, etc. Mais donc, la première des menaces pour nous, pour notre plan de réindustrialisation, ça ne sert à rien même de dépenser de l'argent pour réindustrialiser en France, si ce qu'on réindustrialise est quasiment mort-né parce qu'on va se prendre une concurrence complètement déloyale qu'on aura organisée nous-mêmes à l'échelle européenne en ne cédant pas. Et Emmanuel Morel rappelait qu'il s'était opposé au Parlement européen à ça et qu'il s'était fait traiter de tous les noms de pro-russes, de trucs. Enfin, il ne s'agit pas du tout d'être pro-russe. Je veux dire, il s'agit que pour aider l'Ukraine, et nous, moi je pense qu'il faut aider l'Ukraine, mais on ne peut pas aider l'Ukraine si nous on s'appauvrit, si on est désindustrialisé. On n'aura plus d'argent. Et si on n'a plus d'argent, on ne peut plus les aider et ils ne feront pas face. Donc la première des choses, et c'est la même chose d'ailleurs avec les voitures chinoises, c'est très hypocrite, les Allemands ils avaient intérêt à taxer les voitures chinoises, ce qu'ils ne voulaient juste pas, c'était eux le faire. Ils croyaient, moi, enfin, l'Allemagne elle perd très peu de votes dans l'Union européenne. Quand elle perd un vote, c'est louche. Quand elle perd un vote, souvent c'est qu'elle n'a pas voulu. Ils ont mis les Français devant, parce que les représailles, qui va se les prendre? Ben, c'est nous, c'est notre industrie, c'est notre agriculture qui va subir les représailles des Chinois. Parce que c'est nous qui avons voté pour. Et eux, ils votent contre, comme ça, ils disent comme ça, moi, je ne me prends pas les représailles. Mais en même temps, ça sert autant à leur économie que la nôtre. La première des choses qu'il faut demander, il faut la demander d'urgence, c'est que toutes les industries françaises ou agriculture ou secteur agricole français qui subiront des représailles par les Chinois vont être indemnisés par l'Union européenne. Parce que c'est la lâcheté de l'Allemagne et de l'Espagne qui aura créé ça en laissant les représailles être portées sur notre économie et pas sur la leur. Ça, c'est un scandale à l'état pur. Donc, réindustrialiser, si derrière on n'est pas protégé parce que l'Union européenne, et c'est elle qui a la compétence souveraine, passe des accords avec des pays tiers ou abandonne les droits de douane, ben c'est fini. C'est la même problématique que ce que font les Pays-Bas depuis des années. Les Pays-Bas, plus ils importent de Chine pour nous revendre, plus leurs entreprises qui importent en nous revendant, ben elles ont des marges et elles sont gagnantes. Plus l'État des Pays-Bas aussi s'enrichit, puisque la règle européenne fait qu'un quart des droits de douane qui vont à l'Union européenne est conservé par le premier État membre importateur. Donc en gros, plus un pays importe depuis la Chine pour désindustrialiser ses voisins, il peut le faire parce que c'est les dispositions de l'article 28 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui permet ça, plus ça finance ses finances publiques, plus il s'enrichit, plus ça paye sa sécurité, sa santé, son école. Et nous, on a dit, comme Français, il faudrait quand même que les droits de douane, ils aillent dans le pays de destination finale du bien, pas dans le pays le premier importateur, donc la logique des ports, le port d'Anvers et le port de Rotterdam principalement. Quand on a recapitalisé une petite entreprise pour produire des masques en France, l'entreprise, le premier appel d'offres, Santé publique France, n'a pas été gagné par la boîte française.
Et donc, ce qui veut dire que nous, on est totalement rétamés. Et dernier enjeu, parce que c'est ce que disait Marie-Noëlle, c'est l'enjeu du marché intérieur européen. Là, c'est la manière dont on s'organise entre nous. C'est l'enjeu notamment des fonds européens et de l'innovation. Le vrai défi pour les Européens, c'est d'être plus innovant et les prix de l'énergie. Et sur l'innovation, bon, faut arrêter de penser que ce que dit la communication du gouvernement n'est pas exact. Depuis des années, quel qu'il soit, la France n'est pas un pays attractif, c'est un pays pillé. Quant à Toulouse, il y a 150 millions d'euros de la BEI qui vont à une entreprise allemande. Ce sont des boîtes qui viennent chasser les fonds européens chez nous pour leur relais de croissance et faire en sorte que nous n'aurons pas de solution souveraine française qui viendra ensuite faire concurrence à ces entreprises-là, dont on ne sait pas d'ailleurs combien de temps elles resteront chez nous en général. Après quelques années, elles partent. C'est la même chose pour les régions et pour les territoires français. S'ils n'aident pas leurs entreprises à aller chercher les fonds européens ailleurs, notamment en Europe de l'Est et du Sud, et contrairement à ce qu'on pense, notamment à gauche, ce n'est pas alimenter des délocalisations, c'est aller chercher des relais de croissance pour aider notre industrie à grandir. Et si on n'aide pas notre industrie à grandir en allant à l'Est et au Sud de l'Europe chercher ces fonds européens-là, eh ben nous, on s'appauvrit et après on perd des emplois. Et c'est comme ça que l'Allemagne est devenue riche. Elle est allée chercher ces fonds là-bas. Ça n'a pas supprimé un seul emploi en Allemagne. Ça a consolidé l'emploi en Allemagne. Ça a permis à l'industrie allemande d'augmenter les volumes de production, de réduire les coûts et ensuite de revenir nous attaquer, nous, en France, sur nos marchés domestiques avec des coûts inférieurs, avec une qualité égale, voire même supérieure, et donc à provoquer des faillites industrielles en cascade chez nous. Et ça, on doit l'arrêter. Ça veut dire accepter la guerre économique, avoir une stratégie dans la guerre économique et dans la relation de l'Europe avec les pays tiers et dans notre relation à nous, entre Européens. Merci Nicolas. Donc on va passer maintenant, je crois que déjà on voit l'ampleur des problèmes à résoudre et des défis à relever. Il ne faudrait pas conclure que comme on est enserré dans cette logique, on a la défaite assurée, quoi. Hein. Il faut justement s'occuper de voir comment. Alors peut-être François, vous, quel regard vous, enfin les syndicalistes que vous êtes, quel regard vous avez sur cette désindustrialisation, réindustrialisation, innovation, état de notre système productif français et le rôle des salariés? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas que le président de la CFE-CGC, je suis aussi un des enfants perdus de Péchinet, j'en ai été le coordinateur syndical pendant des années. J'ai assisté de l'intérieur à l'explosion d'un grand groupe de l'industrie chimique française. Et je vais vous en donner 2-3 pistes. Les raisons pour lesquelles la désindustrialisation s'est réalisée en tant que telle. Alors premièrement, je vais citer un grand auteur. Il s'agit de Pierre Gattaz, l'ancien patron du MEDEF. L'histoire se passe il y a 7 ans. On est au ministère du Travail. Pierre Gattaz, à l'époque, est en fonction. Et il a cette phrase magique. Je vous demande de bien la noter. C'est lui qui le dit. Je vous jure que c'est vrai. Il dit, vous savez que c'est un chef d'entreprise, hein, une entreprise radiale, une entreprise familiale. Il a cette phrase. Moi, je voulais garder mes usines en France. Et c'est pour ça que j'ai retiré mon entreprise de la cote. Je la répète. Moi, je voulais garder mes usines en France. Et c'est pour ça que j'ai retiré mon entreprise de la cote. Moi, je pense qu'on pourrait arrêter le débat ici, d'une certaine façon. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que la financiarisation, ce n'est pas qu'un concept théorique, c'est un moyen par lequel les entreprises sont gouvernées depuis 25 ans, je parle des multinationales bien sûr, mais pas seulement, sur un seul objectif qui est venu déplacer la stratégie, c'est la maximisation du profit pour l'actionnaire. Moi, je vais vous donner plein d'exemples. Hein. L'entreprise Danone, qui était considérée il y a 5 ans comme une entreprise un peu modèle, un peu originale, etc., est en train de basculer. Tout simplement parce que son PDG s'est fait dégommer, parce qu'il faisait que 12% d'EBITDA, là où Nestlé en faisait 15, etc., etc. Donc en fait, le mal profond, c'est celui-là. Moi, je n'ai pas l'impression que dès demain, on va le régler, mais il faut quand même avoir en tête que c'est celui-là. Petite anecdote, pour reciter Péchinet, dans les années 70, la plupart de l'industrie était très malade, encaissait très mal le choc pétrolier. Ce sont les nationalisations qui les ont sauvés, il faut dire les choses. Hein. J'étais il y a 2 semaines dans le bureau du ministre du Travail, je lui ai quand même rappelé cette évidence, parce qu'on l'oublie souvent, et c'est l'investissement massif dans les groupes industriels nationalisés, par
exemple, pas loin d'ici, à Saint-Jean-de-Maurienne, dans le nucléaire, entre autres, en Savoie, etc. Moi-même, je suis dans une usine en Savoie qui a été sauvée en 1983 par la nationalisation et l'investissement massif qui a suivi. Et les privatisations, les conditions dans lesquelles elles ont faites, ont quand même généré enfin, quand vous regardez la courbe, d'ailleurs, la désindustrialisation, elle commence au moment des privatisations. Alors, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prendre en compte deux choses. C'est que d'abord, effectivement, le problème qu'on a, c'est une défaillance de l'actionnaire. L'actionnaire est défaillant parce qu'il ne s'intéresse pas en fait à la stratégie et au développement. Et par ailleurs, les dirigeants ne sont pas très compétents. Ça aussi, c'est un problème. C'est toujours l'angle mort en fait du truc. On considère que finalement, c'est la structure, l'environnement, le marché qui guide à tout et qu'au final, qui dirige et comment il dirige n'a pas d'importance. Ben non, c'est pas vrai en fait. La façon dont, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon, ce terme un peu moche, c'est la gouvernance, la façon dont elle est mobilisée sur des objectifs de développement d'entreprise, et je pense que vous allez l'évoquer tout à l'heure, ben ça change tout en fait. Ça change tout, et donc on a vraiment les deux sujets, l'investissement physique de l'actionnaire qui investit et qui permet par un certain nombre d'investissements physiques de continuer à développer l'entreprise. Et à ce stade, et pour m'approcher vers la fin de ma petite intervention, il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on est baigné dans cette thématique. Ça coûte un argent fou à l'État, c'est plus de 200 milliards d'euros qui va vers l'économie de façon totalement indifférenciée et non conditionnée. C'est quasiment le premier poste budgétaire de l'intervention de l'État, et on n'a jamais aucune étude d'impact de tout cet argent dépensé. Moi, je suis favorable à ce que l'État intervienne, je viens de le citer, il y a tout un tas de moyens et de raisons pour le faire, mais il faut le faire de façon intelligente. Et pour le coup, je reviens vers ce que vous faites, l'intelligence économique. Il faut affirmer ici que la façon dont les gouvernements depuis 20 ans interviennent sur le sujet n'est pas du tout intelligente. Donc on a effectivement un vrai problème sur ce sujet-là. Mais j'en reviens pour finir sur ce que je crois être le point le plus important. Tout à l'heure, Marie-Noëlle, tu disais il y a un lien fort entre la recherche et l'implantation. En fait, non, il n'y a pas de lien fort. Il y a l'évidence que sans recherche, il n'y a pas d'implantation industrielle. C'est ça qui tire l'économie vers le haut. Il faut quand même rappeler que la France, c'est 2,3% du PIB en recherche, là où l'Allemagne, c'est 3,5%, et la Corée du Sud, 4,5%. Cette évidence-là, elle est posée sur la table depuis longtemps. On est dirigé au niveau du gouvernement et parfois même dans les entreprises par des gens qui ont abandonné les études de physique et de chimie, voire de mathématiques, juste après le baccalauréat. Ça en fait des gens qui sont quand même assez faibles, on va dire, pour appréhender les concepts. Et donc, moi, je me souviens très bien, le PDG nommé à Péchinet, Jean-Pierre Rodier, celui qui a précipité sa chute, il nous disait, mais moi, je dirige une boîte d'ingénieurs, je vais vous apprendre à faire autre chose que votre métier d'ingénieur. On a vu le résultat, effectivement. Donc avec des gens qui ont cette mentalité qu'ils ont l'absolue vérité sur les concepts économiques qui, en général, sont assez faiblards quand ils nous les exposent. Je ne veux pas citer ici Bruno Le Maire, c'est un bon client pour moi. Moi, chaque intervention, je faisais une vanne sur lui, ça faisait rire tout le monde. Mais bon, aujourd'hui, il n'est plus là, on l'a perdu, mais il y en a d'autres, en fait. Et donc, effectivement, on est confronté à ça, un problème de doctrine d'intervention qui n'est pas adapté à ce qu'est la réalité du fonctionnement des entreprises. Et pour finir, un mot, on nous bassine avec le coût du travail, mais c'est pas vrai. Là encore, il faut avoir ça en tête. Cette évidence assez facile à démontrer. Si le coût du travail était déterminant pour définir ce que c'est que la performance économique, le Bangladesh serait la première économie du monde aujourd'hui. Donc ça n'a pas de sens en fait. Et d'ailleurs on voit bien que quand vous regardez dans l'échelle des pays qui tiennent la corde au niveau de la performance économique, c'est des pays dans lesquels les salaires sont élevés et la productivité est élevée. Parce que la productivité, ce n'est pas que les heures de travail. C'est d'ailleurs, pour tout dire, assez peu les heures de travail, la productivité. La productivité, c'est la qualité des emplois. Et donc, les gouvernements successifs, et je ne vais pas taper que sur Macron, ça fait toujours un peu plaisir, mais ceci dit, on peut remonter beaucoup plus loin que ça, ils ont financé la déqualification. On sous-finance la recherche et on surfinance la déqualification. Eh bien, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que notre pays soit dans la situation dans laquelle il est. Et moi, je vais vous dire, je ne suis pas très optimiste, en fait. Parce que voir que, alors qu'il y a 40 ans,
sur énormément de segments industriels, la France exerçait un leadership mondial incontesté, faisait l'assistance technique dans tout un tas d'usines dans le monde entier, y compris à Taïwan. Hein, il y a 20 ans, on a installé des usines à Taïwan. Maintenant, aujourd'hui, c'est Taïwan qui se fait payer des milliards pour installer des usines avec des brevets qu'ils ont développés chez eux. Je pense que cette simple constatation devrait nous éclairer sur la raison de la désindustrialisation et sur le motif nécessaire à la réindustrialisation, mais pas n'importe quoi ni n'importe comment. Peut-être François, tu peux nous donner, tu peux peut-être nous donner, enfin moi je trouve que c'est important d'aller expliquer comment, dans bien des cas, les cadres et les syndicalistes, souvent il faut bien être honnête, à travers les premiers rideaux que sont les cadres, observent soit une prédation, soit une crise qui se prépare dans l'entreprise, voient même les issues possibles pour cela, et ni les pouvoirs publics, alors déjà la plupart du temps, ni la gouvernance de l'entreprise, ni même les pouvoirs publics quand ils sont saisis, prennent l'affaire au sérieux et essaient de prévenir les crises qu'on subit. Le nombre de fois où les syndicalistes arrivent à Bercy, on lui dit « Ah ben c'est dommage, c'est trop tard ». Sauf que eux, les syndicalistes, ils avaient vachement réagi avant. Donc est-ce qu'il ne faut pas dans les lois, dans les combats qu'on mène et dans les lois, donner aux salariés davantage, sans tomber dans la codétermination, encore qu'à titre personnel, je trouve que ça mériterait bien de le faire, mais des nouveaux droits et des nouveaux pouvoirs aux salariés pour qu'au moins, quand les entreprises existent, peuvent être maintenues, peuvent se développer, on ne laisse pas tout partir à volo. Bon, bah ça, c'est l'évidence. Hein. Merci, mais je vais faire très court là-dessus. À l'évidence, on a un problème de structure juridique pour la gouvernance des entreprises. Je vais la faire très courte, mais il y a des gens qui travaillent sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des équipes à l'école des mines ParisTech, etc., qui sont, dont la thématique de recherche éclaire ce chemin-là. En fait, le problème, c'est l'actionnaire. Il faut je veux dire, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on n'aura réglé aucun problème. Aucun problème. Et y compris au passage, l'intervention sur la transition environnementale nécessaire, etc. Le problème, c'est l'actionnaire. Il faut avoir ça en tête. Donc, le seul moyen, finalement, d'avancer sur cette question-là, c'est d'arriver à réduire l'actionnaire en tant que représentant du capital financier, à ce qu'il doit être et rien d'autre dans l'entreprise. Le capital financier, c'est une ressource pour l'entreprise. Mais il n'y a pas que ça comme ressource. Il y a l'électricité qu'on branche à l'entrée de l'usine, il y a les transports, il y a l'éducation nationale qui a formé les ingénieurs, les techniciens, etc., les ouvriers qui rentrent dans l'usine. Il y a des ressources de multiples natures. Pourquoi est-ce que le capital, qui est au passage aujourd'hui une ressource hyper abondante, du pognon, il y en a partout. On n'arrive même plus à fermer les coffres-forts. Donc, il y a un problème. Pourquoi est-ce que ce serait cette ressource-là qui est la plus abondante qui dicterait sa loi? C'est à l'envers même de ce que c'est qu'une loi de marché normale. Donc aujourd'hui, le marché du capital est tellement abondant que normalement, c'est nous, les consommateurs, qui devrions imposer notre loi au capital. Et donc, on va dire au capital, bah, viens dans l'entreprise, investis-toi. Nous, on va te garantir un rendement, comme on le fait pour les banquiers, etc. Mais par contre, c'est pas toi qui va gouverner. C'est pas toi qui va gouverner. Ce sont des personnes qui, dans l'entreprise, vont prendre des décisions adaptées parce qu'ils auront été nommés pour ça, pour développer l'entreprise et faire ce qu'il faut pour que les salariés qui animent ce développement, bah, chacun soit à la bonne place pour le faire. Voilà. Et donc, on a un vrai problème, effectivement, de représentation des salariés, mais aussi on a un problème de gouvernance et de lien entre les deux. Je vais faire un petit peu ma pub. Nous, on réfléchit à ces sujets-là depuis pas mal d'années et on a des propositions, pour le coup, assez concrètes, qui, si elles étaient appliquées, de notre point de vue, changeraient la donne. Mais ça ne rajouterait pas 1% sur la recherche, le 1% nécessaire. C'est quand même 20 milliards. Et tant qu'il n'y a pas les 20 milliards sur la recherche, tant que les directeurs des labos de recherche en France, ils passeront 95% à chercher du pognon au lieu que de chercher des résultats, de toute façon, on n'avancera pas. Je vais te reposer une autre question. C'est le capital public, ou en tout cas le capital socialisé. C'est-à-dire que tu as expliqué que les nationalisations avaient sauvé beaucoup d'entreprises. Il faut se rappeler que quand Giscard s'en va, on est déjà en pleine pénurie industrielle. Est-ce que ce n'est pas justement un des enjeux aujourd'hui que de reconstituer du capital capable de s'investir dans les entreprises dont la finalité
et le développement de l'entreprise et l'intérêt général, ou au moins être un des acteurs déterminants pour ne pas tomber dans le mécanisme du rendement financier maximal. L'exemple de Doliprane, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur à prendre, mais on a X exemples. Alors on nous dit la France est en déficit, donc on ne peut plus mettre d'argent. D'ailleurs, il y en a même qui proposent de continuer à privatiser à fond les gamelles. Mais j'allais dire les fonds de gamelle maintenant même. La réalité, c'est que on a des débats assez récurrents sur la mobilisation de l'épargne des Français. Est-ce qu'il faut créer des fonds souverains? Est-ce qu'il faut mettre dans le coup des fonds régionaux de développement complémentaires pour les ETI? Est-ce que du côté de la CGC, vous avez une réflexion sur réinventer le capital public ou le capital national d'aujourd'hui, sachant que nos politiques, même à gauche, le dernier en date est quand même notre ami Jean-Marc Ayrault, par ailleurs assez respectable, qui nous parle au moment d'Arcelor, là, ou je ne sais plus lequel c'était, là, Gandrange ou Florange, qui dit on va quand même pas refaire les bêtises de 81. Voilà. Et voilà ce qui est dans la tête d'une partie des leaders de gauche. Donc, est-ce que sur cette question du capital, il y a modifié le rôle de l'actionnaire, mais la structure du capital, est-ce que vous avez de ce côté-là quelques réflexions? Oui, la question de la structure juridique, je vais faire très court parce que vous faire tourner la parole, mais le capital disponible, aujourd'hui, il existe. Il y a un article récent qui fait la somme de tout l'argent épargné par les Français, c'est plus de 800 milliards aujourd'hui. Donc rien que les fonds communs de placement, par exemple, aujourd'hui, qui sont gérés par des sociétés de gestion type Natixis, etc., il suffit de remettre la main sur les objectifs de la gestion, tout simplement. Moi, je ne suis pas inquiet du tout, je le redis. Le capital, c'est aujourd'hui la ressource la plus abondante qui existe. Voilà. Donc, il suffit simplement d'avoir l'intelligence, j'y reviens, l'intelligence économique et surtout la volonté politique de le mettre à disposition de modèles de gestion d'entreprise qui permettent de développer les entreprises plutôt que de les détruire. Merci beaucoup. Je vais donc donner la parole à Fatima, puisqu'on parle de la gestion des entreprises, du capital. Avant cela, je voudrais attirer votre attention sur un projet européen que le génial Le Maire, son prénom c'est comment Bruno, le génial Bruno Le Maire, poussait à fond. C'est l'histoire du marché européen des capitaux. L'idée étant que, soi-disant, pour financer la transition énergétique, il faut qu'on mobilise beaucoup de capitaux et qu'on ne peut pas le faire chacun dans notre pays et qu'il faut donc un grand marché libre des capitaux. Je ne sais pas si vous avez observé, mais il y a quelques années, les PEA pouvaient être orientés prioritairement pour les entreprises françaises. Les règles européennes l'interdisent. Les PEA ne peuvent pas être ciblés franco-français. Il faut que ce soit européen. Inutile de vous dire que où est-ce qu'ils vont, là où ils pensent que le meilleur rendement a lieu, et donc évidemment ça creuse une inégalité intra-européenne. Mais là, ils veulent faire des grands livrets européens, soi-disant pour financer la transition énergétique, alors qu'on connaît les règles européennes de répartition, qui en profitent, qui machin. Et en réalité, tout est fait pour empêcher les États membres d'orienter l'épargne de leur pays prioritairement en direction de l'industrie et du développement économique et de la transition énergétique de leur pays. Donc soyez vigilants sur cette affaire, parce que derrière des trucs techniques qu'on ne voit pas passer, se jouent finalement des choix stratégiques pour l'avenir du pays. Fatima, alors la CGScope, que dire si ce n'est que c'est un modèle tellement essentiel pour une certaine vision d'une économie mixte. Présente-nous où vous en êtes de cette réflexion. Alors, je vais vous présenter ça. Alors, c'est pas facile d'intervenir après vous deux parce qu'on était au niveau notamment européen, mais je vais avoir une approche un peu micro, mais je referai quand même le pont avec notamment la question du financement et notamment ce que vous dites sur il y en a beaucoup, parce que après sur le terrain on le voit pas du tout, on le voit même carrément pas. Donc je pense que vous connaissez peut-être juste quelques mots sur
les SCOP et les SIC en fait en France, c'est 4500 entreprises, ça représente 85 000 salariés et ça pèse 9,4 milliards en chiffre d'affaires. Bon, là-dedans, il y a à peu près 10 000 emplois qui sont quand même à l'international, puisqu'on a quelques entreprises, notamment industrielles. Voilà, Acom, par exemple, effectivement, qui fait les câbles pour les voitures. Voilà, donc les entreprises industrielles dans les coopératives, c'est 500 entreprises à peu près, qui représentent néanmoins 12% de l'emploi pour nous, et quand même l'équivalent de 23% du chiffre d'affaires. Donc c'est une part relativement importante. On le comprend assez facilement puisque pour tous ceux qui seront à Paris, on aura le plaisir de vous accueillir pour nos 140 ans chez toi, Marie-Noëlle, au CESE. C'est un mouvement qui a été créé par les ouvriers. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que, y compris dans la typologie des entreprises qui sont en coopérative, vous avez beaucoup, notamment, d'entreprises industrielles et d'entreprises du BTP. Ça reste quand même historiquement un pan important. Et d'ailleurs, si on regardait politiquement, donc du coup, on représente beaucoup de sensibilité. Ce qui fait, en tout cas, les valeurs communes, c'est surtout les valeurs d'humanisme, de partage, etc. Donc, vous l'aurez peut-être pas compris, mais le principe d'une coopérative, c'est une personne, une voix. Et donc, ce qu'on a évoqué notamment sur la financiarisation, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup parce que les salariés qui décident pour eux-mêmes, forcément, ne vont pas voter, par exemple, pour leur délocalisation ou pour verser plus de dividendes à des gens qui sont extérieurs, puisqu'en fait, ils sont directement concernés. C'est un modèle qui est relativement vertueux. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un tissu de TPE-PME. On a quelques ETI, hein, mais bon, on n'en a pas énormément. Donc c'est vraiment voilà, ce sont des entreprises qui sont plutôt de petite et moyenne taille. La taille moyenne, c'est 23 salariés. Par rapport à ce qu'on évoque sur l'industrie, on a une situation qui concerne la reprise d'entreprise par les salariés. Alors, je vais donner quelques exemples puisque vous m'évoquiez tout à l'heure, vous allez me dire un mot sur Duralex. Alors Duralex, vous avez entendu parler de Duralex, ça a été repris cet été en SCOP. Ça n'a pas été facile pour nous, justement, parce que le nerf de la guerre, c'est le financier. Donc on va y revenir, puisque vous réfléchissez à quelques propositions. Allons-y, soyons sur des propositions qui permettent quand même, dans la vraie vie des chefs d'entreprise ou des salariés, d'avoir quelques solutions. Alors, Duralex s'est fait cet été. On est sur le cas classique, effectivement, pour des raisons de financiarisation. Je crois que sur les 15 dernières années, on est sur la 3e vente de l'entreprise. Voilà. À un moment donné, c'est pas assez rentable. Voilà, les reprises d'entreprises qui vont au tribunal, j'ai pas les chiffres exacts, mais celles qu'on accompagne, en général, c'est l'actionnaire ou les quelques actionnaires qui considèrent que c'est plus suffisamment rentable et qui décident de partir. Et qui vont essayer surtout de récupérer le maximum au niveau de l'outil de production. Donc, en général, quand on intervient, d'ailleurs, une fois sur deux, nous n'intervenons pas, on décide de ne pas y aller. Il n'y a plus des outils de production, où il n'y a plus le marché, etc. Je ne vais pas revenir sur ce que vous évoquiez au niveau européen, mais effectivement, quand la concurrence est trop forte, on ne va pas accompagner en fait, des salariés pour que ça se plante un an après. Donc c'est vrai qu'on a, en tout cas, puis on a connu ça aussi dans les années 80, où on a repris beaucoup d'entreprises en sous-estime qui se sont cassés la figure. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi grandi de notre côté et l'expertise, en tout cas l'expertise, c'est une expertise quand même très particulière, surtout quand vous avez des reprises d'entreprises. Il faut travailler à la fois avec les tribunaux de commerce, mais les mandataires et administrateurs judiciaires, etc. Donc ça demande une expertise métier qui est extrêmement importante. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on a voilà, des équipes qui se débrouillent à peu près bien. Le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent. C'est vraiment l'argent. Là, vous êtes en tout cas sur une préoccupation de pistes que vous voulez mettre en avant. Alors, c'est pas que l'argent, on pourra revenir aussi sur la relation au syndicat de salariés, pas toujours évident
de travailler avec les syndicats de salariés. Alors on le fait au niveau national, justement, pour qu'on soit plutôt des alliés. Dans les valeurs, en général, il n'y a pas de sujet. Dans la réalité, ensuite, voilà, il faut qu'on arrive à porter des projets sur lesquels on va considérer que la solution coopérative va permettre, en tout cas à des salariés, de garder leur emploi et puis qu'il y ait pérennisation. Donc je reviens sur la finance. Quand vous rachetez une entreprise au tribunal, il faut de l'argent. Si vous arrivez en disant je vais faire pour un euro symbolique, un président de tribunal de commerce, il va quand même regarder plusieurs critères, notamment le mieux-disant social, donc combien on va pouvoir reprendre de salariés au final, combien on va pouvoir garder, vendre quand même l'entreprise. Je vous le fais court, mais qui va permettre quand même de payer quelques créanciers, parce que quand vous rachetez une entreprise à la barre du tribunal, bon, c'est sûr que certains vont perdre de l'argent. Donc le président du tribunal va regarder comment on va essayer de léser le moins possible en fait les créanciers, les fournisseurs, etc. Et évidemment les salariés. Et donc il va regarder qui va faire l'offre qui permettra de léser le moins d'organisation et le moins de salariés possible. Et donc nous, quand nous intervenons notamment, il fut un temps, beaucoup avec l'État, avec leurs bras armés. Les bras armés, c'est la Caisse des dépôts et BPI France, mais on travaille aussi avec l'État, le CIRI. Enfin, vous avez vraiment une batterie en fait d'organisations qui sont là en fait pour faire en sorte que ces emplois perdurent. Et c'est là que le bât blesse, en particulier au niveau des coopératives. Alors, je vais vous le dire pour deux raisons principales. Un, je pense très clairement que l'économie sociale et solidaire n'est pas prise au sérieux. Très, très clairement, c'est pas pris au sérieux. Là, je vais remonter un peu au niveau national. Le premier mot qu'on s'est adressé, Marie-Noëlle, c'est « on nous fait pas de cadeaux ». Alors ça, c'est clair. Alors déjà que l'économie sociale et solidaire, qui représente 14% de l'emploi privé, dispose d'une ligne au niveau du PLF. Bon, vous êtes assis, vous n'avez pas tombé. Déjà, jusqu'à maintenant, c'était 20 millions. Je sais pas, sur c'est déjà, on rigole à ce moment-là. Voilà. Bon, alors déjà, il n'y a que 20 millions, mais en plus, là, le PLF, un quart supprimé, 25% supprimé. Bon, là, on est remonté, on a un président qui a pu discuter directement. Le président de ESS France, c'est Benoît Hamon depuis juin dernier. Il a eu Matignon. On n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé, mais en fait, la ministre est nouvelle. Bon, ses équipes n'ont pas réussi à se défendre, j'en sais rien. Bon, enfin, c'est quand même un sacré camouflé pour une ministre qui vient de prendre. Mais bon, ça s'est passé comme ça, mais ça vous donne juste un peu la considération que vous pouvez avoir sur l'économie sociale et solidaire. Alors, si ce n'était que cette partie-là, parce que ces 20 millions, ils servent juste en fait à coordonner les acteurs, à permettre de faire quelques dispositifs intéressants. Bon, heureusement que c'est pas ça qui permet de financer l'économie sociale et solidaire. Mais vous avez donc du coup sur la partie entrepreneuriale, et donc c'est là que je dis il y a un sacré décalage, l'argent est là, ça c'est une certitude. Vous avez évoqué les fonds territoriaux, donc on sait qu'il y a des fonds territoriaux, notamment fléchés industrie qui existent. On sait que les bras armés ont des fonds notamment pour aider à la transmission d'entreprises, pour aider à la reprise d'entreprises, notamment ne serait-ce que pour garantir les prêts qui peuvent être faits, pour pouvoir mobiliser, y compris des financements en direct. Eh bien, notre réalité, en fait, pour les coopératives, c'est que cet argent-là, il est jamais accessible. Pour une raison simple que François, vous avez évoquée, c'est le capital. Le capital, en fait, de nos coopératives, il ne peut pas, enfin, vous ne pouvez pas mettre 1 euro pour en récupérer 10 à partir de vos investissements. C'est-à-dire que si vous mettez 1 euro dans le capital d'une coopérative, ben vous récupérerez 1 euro. Vous n'allez pas récupérer. Donc il peut y avoir des pistes, y compris. Alors ce n'était pas forcément celle-ci de se dire est-ce que l'État pourrait venir. Mais on ne demande pas en fait d'argent. Aujourd'hui, notre réalité pour les coopératives, enfin pour les SCOP que je représente,
c'est que nos reprises, en fait, on les finance en grande partie avec les entreprises qui sont nos adhérents. Parce que j'ai quelques ancêtres qui, il y a 40 ans, ont créé leurs propres fonds. Et donc, si on n'avait pas ces fonds, on n'aurait aucune crédibilité. Alors, on a ces fonds, alors en même temps, ce n'est pas énormément d'argent. Vous avez beaucoup parlé de milliards. Nous, on en a 70 millions. On n'a pas 70 milliards. On a 70 millions qui sont tout le temps recyclés. On les prête, on les récupère et on les remet, etc. Vous pensez bien qu'avec 70 millions, vous ne faites pas grand-chose. On travaille évidemment avec les banques, les financeurs solidaires, eux-mêmes qui commencent à être, les financeurs solidaires, qui commencent à être un peu en difficulté, parce que ces financeurs solidaires bénéficient en fait de collectes d'associés. Parmi ces associés, vous allez retrouver notamment la Caisse des dépôts pour 15%, et vous allez retrouver des financeurs privés qui vont vous dire, bah tiens, moi je mets de l'argent chez vous, et puis vous allez pouvoir investir comme ça dans de l'économie de la coopération, dans de l'insertion, etc. Et en fait, ces fonds sont aussi limités. Voilà, donc si vous avez des propositions auxquelles réfléchir, eh ben d'abord réfléchir sur le fait que les salariés qui investissent dans leur entreprise eh ben, ont une robustesse un peu plus importante. Alors on est moins nombreux, c'est sûr, mais la robustesse, c'est que 5 ans après avoir créé une entreprise coopérative, ben vous en avez 4 qui existent encore, quand dans l'économie classique, vous en avez 3 au bout de 5 ans. Alors bon, l'industrie est un peu plus robuste parce qu'en général, il y a besoin de fonds. Mais notre principale préoccupation chez nous, c'est pas qu'on nous donne de l'argent, c'est qu'on fasse en sorte que les dispositifs qui existent permettent de consolider les fonds propres au travers soit de solutions prêts, soit au travers d'investissements. Et il existe un outil qui a été créé par l'État, puisque tu rappelais la nationalisation, donc dans les années 80, qui s'appelle le titre participatif, donc qui avait été créé pour la nationalisation des entreprises. Eh bien, cet outil, on l'a complètement investi aujourd'hui dans le mouvement coopératif. Et ce que je viens de vous expliquer pour les entreprises industrielles concernant les scopes, ben vous pouvez en fait élargir cette problématique pour l'ensemble des coopératives. Les coopératives agricoles, les coopératives HLM, toutes les coopératives qui ont besoin à un moment d'investissement pourraient en tout cas disposer de ce type d'outils, mais qui n'est absolument pas connu. Et je finirai simplement pour ne pas être trop longue, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de vrais traducteurs. Des traducteurs pour ces banques publiques d'investissement, parce que franchement, quand on les rencontre, hein, j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, moi je veux bien qu'on se rencontre, quand on se parle, en fait, on ne parle pas le même langage. On ne parle pas. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'avoir ces banques, qu'elles puissent vous dire ce qu'elles investissent dans l'économie sociale et solidaire. C'est sans nom. Aucune de nos deux banques peut dire exactement, elles ne peuvent pas dire aujourd'hui en montant, en millions, ce qu'elles investissent dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, leurs lignes, ce sont des fonds à impact. Et dans les fonds à impact, vous n'avez pas que l'économie sociale et solidaire. Et nous demandons depuis 2 ans à ce qu'il y ait une évaluation sérieuse de ce qui est investi, où, dans quel type d'entreprise. Et là, vous verrez, je ne mets pas complètement ma main coupée, mais je pense que je ne prends pas beaucoup de risques, que vous vous rendrez compte à ce moment-là que l'argent, quand vous le mettez dans des fonds à impact, puisque tu évoques les crèches, je pense que les crèches privées dont on parle dans les ogres sont des crédits à impact. Voilà. Ça, ce n'est pas l'économie sociale et solidaire, mais quand vous parlez avec BPI France ou que vous parlez avec la Caisse des dépôts, ils vous parlent fonds à impact. J'ai fini. Je vais poser une question. Sur les fonds impact, je prenais l'exemple des crèches parce qu'on a eu ce débat au Sénat. J'étais contre. Parce qu'on a un gros débat, et d'ailleurs même avec Benoît, on avait eu ce débat, un gros débat pour savoir si ce qui est à valoriser, c'est la finalité de l'entreprise ou si c'est sa structure. Et on a le même débat dans les HLM, en disant il y a du privé qui fait du social, enfin bon, vous voyez, et il n'y a pas besoin de financer les structures
des structures ad hoc. Et là, on le voit bien, les dérives qu'on pouvait attendre cela. Alors, cela dit, dans la reprise en coopérative, il y avait, à ma connaissance, 3 types de verrous qui pouvaient avoir lieu. Premièrement, les salariés voyaient venir la nécessité de reprise tardivement. Un dispositif de loi avait imposé que, notamment quand le patron part en retraite, il informe, on a quand même perdu sur, et là on ramène sur les droits des salariés, l'obligation de prévoir à l'avance, etc. Car pour monter un dossier de reprise, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Deuxièmement, une des idées, même les banques coopératives ne sont pas non plus toutes très allantes pour financer. Bon. Une des idées qui avait été menée, c'était de dire on fait un prêt capitalistique par une banque qui, comme vous rechargez, vos profits sont réinvestis, petit à petit, la banque récupère, les salariés récupèrent le capital prêté par la banque par les profits faits par l'entreprise. Parce qu'il y a un problème souvent de niveau. L'investissement industriel est élevé. Donc, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été repris. Et la troisième chose, c'est là, ça ne procède pas de l'argent. On a eu pendant toute une période, quand les boîtes fermaient, vous devez le voir aussi les syndicalistes, les salariés préféraient avoir des bonnes indemnités que de réinvestir leur indemnité dans la survie de l'entreprise. Soit par doute de la viabilité à terme, soit parce qu'ils avaient tellement mal vécu le fait de la fermeture de la boîte. Est-ce qu'on a encore ces mécanismes aujourd'hui où, dans les négociations, les salariés disent ben non, moi, je préfère partir avec mes indemnités plutôt que de prolonger par coopérative. Et dernier point, les SIC. Parce que là, tu nous parles des SCOP. Les SIC, c'est ceux qui ont un collège, notamment un collège collectivité publique. Or, pour un certain nombre de PME, PMI sur les territoires, il me semble que des projets de SIC avec les collectivités locales pourraient être un des outils permettant d'adosser une part de capital un petit peu plus public, là pour le coup, un peu plus facilement. Est-ce que tu as des exemples de SIC industriels ? Comme ça en tête, j'en ai pas qui me vient. Peut-être pour reprendre, alors la SIC, on y a réfléchi sur Duralex, parce que du coup, je suis passée rapidement. Sachez que Duralex, c'est la reprise quand même de 226 salariés. S'il n'y avait pas eu les collectivités territoriales, on n'aurait pas réussi à le faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que au démarrage, y compris nous, on se demandait si on allait réussir à faire le tour de table. Au départ, on était sur un tour de table de 20 millions. Pour nous, enfin voilà, je vous ai dit comment recycler l'argent, mais globalement, on a réussi à faire ce tour de table avec les partenaires bancaires, quand même, qui étaient des banques coopératives. De temps en temps, on aimerait qu'elles fassent mieux, donc on les titille, mais heureusement qu'elles sont là. Avec notre outil financier, et surtout, nous avons eu 2 collectivités, la métropole d'Orléans, qui s'est engagée à racheter le site, quand même pour 6 millions. Voilà. Puis on a baissé, en fait, on s'est dit qu'on allait le faire en avançant, là, cette capitalisation de l'entreprise. Donc on a fait un tour de table de 12, qui était déjà plus accessible. Et la région, qui a garanti, en fait, les banques. Voilà. Donc en fait, il y a des outils qui permettraient je pense qu'il faut inventer aucun outil. Il faut surtout puis surtout reprendre les idées des collectivités. Le fonds de garantie, il devrait être national. Parce que les régions, là, aujourd'hui, en plus, avec ce qu'elles viennent d'entendre sur le PLF, Duralex ne se ferait pas aujourd'hui. Duralex, avec les 5 milliards, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu le faire aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et donc ça peut se traduire dans le cadre d'une SIC, puisque effectivement, les collectivités territoriales peuvent investir jusqu'à 50% du capital, et en étant au conseil d'administration par la suite. Donc d'être décideur avec les salariés. Sur le droit d'information.
le droit d'information qui a été abrogé juste après la loi, parce que c'était la loi de Benoît justement sur l'ESS, mais elle nous a aussi causé beaucoup de difficultés parce que il y avait une sacrée concertation avec tous les acteurs de l'économie sociale, mais un petit peu moins avec les acteurs économiques. Et donc les acteurs économiques se sont pris ça, enfin on a eu, enfin nous, nos équipes sur le terrain se sont fait, enfin voilà, étaient les pestiférés. Et en plus, comme tu l'as évoqué, un projet de reprise en 2 mois, ça n'existe pas. Donc on a voulu nous rendre service avec un droit d'information aux salariés 2 mois avant, sauf qu'en 2 mois, vous ne faites rien. Donc ce truc nous emmerdait. Par contre, ce qu'il existe, c'est le droit d'information aux salariés dans le cadre du CSE, où il y a une information sur le fait que les salariés eux-mêmes peuvent être des repreneurs. Et ça, c'est un point qui nous intéresse, ça ne fera pas des miracles, mais c'est un point qui est intéressant parce que, comme tu l'évoquais, un salarié, quand voilà, c'est la 3e fois que l'entreprise a été rachetée, eh ben effectivement, il va se dire, bon, cette fois-ci, je prends mes indemnités de licenciement, je vais arrêter de m'emmerder, excusez-moi du terme, à essayer de remonter quelque chose parce que dans la SCOP, eh ben, il se dit, bon, c'est vrai que je vais pouvoir décider, mais je prends peut-être un risque. Si ça fait 3 fois que l'entreprise est revendue, est-ce que je vais réussir à y aller? Alors que s'il a été informé de la manière dont il va être accompagné, et je le rappelle sur les taux de pérennisation que j'évoquais tout à l'heure, une reprise industrielle ou pas industrielle qui se fait en coopérative, au bout de 5 ans, il y en a 4 qui existent encore. Alors c'est vrai que toutes ne marchent pas. Quand vous le faites avec un statut classique, il y en a 3 qui existent encore. Donc il y a quand même une petite différence. Et en cela, il y a un vrai enjeu. Et quand même, il y a une proposition que nous avons faite, nous, à titre expérimental. Ça fait, et là, il y a une vraie dichotomie. Hein, vous évoquiez l'argent qu'il y a. C'est vrai qu'à certains moments, il m'arrive de m'agacer vis-à-vis de mes interlocuteurs, que ce soit les ministères, que ce soit voilà, les interlocuteurs des banques publiques, etc. C'est que on nous dit, y compris à l'Europe, il y a énormément d'argent. Dans la vraie vie, cet argent n'est pas mobilisable. Je pourrais vous faire passer toutes les notes que vous voulez, l'argent n'est pas mobilisable. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'il y ait un fonds dédié à la création d'entreprises par les salariés, que ce soit dans le cadre d'une reprise par les salariés au tribunal, mais aussi dans le cadre de transmission saine. Parce que vous savez que dans le cadre des politiques publiques, on est sur la sauvegarde de l'emploi, notamment, donc ça, ce sont les entreprises qui font faillite. Et puis, vous avez les difficultés de cédants qui n'arrivent pas à trouver repreneur. Et le réflexe, mais ça, on peut l'entendre, le réflexe, c'est que y compris les cédants, ne pensent pas que les salariés vont pouvoir acheter. Et ce qu'ils ne savent surtout pas, c'est que notre métier, c'est d'accompagner des salariés, y compris sur le financement, avec une limite que tu as évoquée, c'est que dans l'industrie, quand le capital, enfin la capitalisation est très très élevée, on a besoin d'avoir beaucoup de partenaires et que nous, ce qu'on sait faire, c'est plutôt de la reprise, y compris au tribunal, jusqu'à 100, 150, on sait bien faire. Dès qu'on est sur des entreprises très très capitalistiques, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Mais parce que les fonds n'existent pas, donc on préfère refuser que de ne pas aller plus loin. Merci Fatima. Gauthier, on va changer d'univers puisqu'on va parler alimentation. C'est un sujet qui est sensible à nos concitoyens et comment ça pose d'énormes problèmes. Donc tu vas pas nous parler de toute la PAC parce que ça, je sens qu'on en aurait pour la nuit. Par contre, ton expérience d'élu local est claire aussi sur parce que on a une tendance en France à dire il faut qu'on change toute la grande structure, puis comme si l'action de terrain ne pouvait pas déjà un peu modifier des choses. Peut-être tu peux nous parler de ça et peut-être aussi des marchés publics. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci pour l'invitation. Quand on m'a proposé la table ronde sur produire des richesses en France, j'ai pratiquement tout de suite dit oui. Parce que quand il s'agit d'agriculture et d'alimentation, je crois que là, on est en plein dans la production de richesses sur notre territoire. Et pourtant, ça c'est une petite parenthèse, souvent quand on parle
de créer de la richesse ou de produire de la richesse, le secteur agricole ou le système alimentaire est souvent oublié en fait, alors que c'est une source de production, de revenus, c'est un modèle économique qui est plutôt vertueux quand on le prend bien. Je vais juste rappeler quand même le contexte dans lequel on se situe en France, parce que souvent on se dit que c'est pas un sujet, parce que voilà, on est les champions d'Europe, on est les premiers à produire sur l'agriculture, etc. En vérité, ça dépend de quoi on parle. Effectivement, on est fort, notamment dans l'export et dans un certain modèle qui est celui poussé par la PAC, hein, d'ailleurs, de la grande culture, des grands hectares, et comme le disait Emmanuel Macron, mécanique, robotique, génétique. En fait, je ne crois pas que ce soit un bon modèle pour produire concrètement de la richesse. Et j'en viens à un terme et à une notion importante qui est la souveraineté alimentaire. Est-ce que la France a une souveraineté alimentaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en capacité de nourrir les habitants et les habitantes de son pays? Et là, la réponse est beaucoup plus nuancée, voire de moins en moins vraie, en vérité. Et on va de plus en plus vers une homogénéisation de la culture, plutôt portée vers l'export, qui est d'ailleurs qui rejoint le débat sur le pourquoi du comment, c'est-à-dire qu'on va faire une financiarisation également de ce modèle-là, avec des marchés qui sont au prix du produit et qui du coup nous font perdre l'origine du sens de ce que c'est que l'alimentation. C'est avant tout normalement pour nous nourrir. Au-delà de ça, en plus, l'autre importance de cette situation-là, c'est qu'on est dans un modèle qui est excessivement dépendant. On le voit, on a, sans faire de jeu de mots, mis tous nos œufs dans le même panier, en fait, en termes d'agriculture. On l'a senti, hein, au niveau de la crise du Covid. Dès qu'il y a un souci, en fait, ça va très très vite pour qu'on soit dans une insécurité alimentaire très forte en France, quand bien même on se dit champion de l'agriculture. Et ça, c'est dû à notre modèle, en fait, qui est, on va dire, à l'inverse du court-circuit, qui est bourré finalement de transport, de logistique, etc., et qui se perd finalement sur cette question-là de nourrir les gens avant tout. Et le troisième élément, qui est, à mon sens, l'un des éléments les plus dramatiques, c'est qu'en plus de ça, la richesse ne va pas à celles et ceux qui la produisent. Il faut savoir qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France, et que la PAC, alors ça c'est au niveau européen, les fonds de la PAC vont à 80% sur 20% des agriculteurs et des agricultrices. Donc il y a une injustice sociale qui est, en plus de ça, faramineuse. On dit souvent qu'on tue 3 fois avec ce modèle agricole. On tue nos agriculteurs déjà, qui ne vivent pas de leur métier. On tue la planète parce que plus ça va et plus on est sur un modèle bourré d'intrants et qui ne répond pas aux attentes aussi des limites planétaires. Et on tue les consommateurs en plus, qui en plus de ça ne savent plus comment se nourrir. On l'a vu là avec les files d'étudiants et d'étudiantes. Je voyais les derniers chiffres sur la banque, les Restos du Cœur. Je crois que c'est maintenant plus de 50% des bénéficiaires qui ont moins de 25 ans. Enfin voilà, c'est une catastrophe en fait. Donc on peut se dire champion agricole. En vérité, la vérité est vraiment tout autre. Donc maintenant que j'ai dressé ce tableau un peu noir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local? Parce que là, Marie-Noëlle, tu as raison, je pense que la vérité, elle vient souvent des territoires en fait. Eh bien, on peut faire plein de choses en fait finalement. À Lyon, c'est 26 500 repas qu'on sert tous les jours à la cantine. C'est à peu près 2000 repas qu'on sert aux crèches. C'est également des résidences seniors, des EHPAD. C'est un marché public au sens large, hein, qu'on peut finalement réorienter et où on peut introduire beaucoup de choses pour écrire des marchés publics qui sont en faveur de notre agriculture localement. Quand bien même, et je tiens à le rappeler, on ne peut pas écrire local dans nos marchés publics. Dû au fait du libre-échange européen, il nous est interdit de dire voilà, on veut des produits locaux. Ça n'empêche, on peut faire quand même plein de choses en parlant de saisonnalité, en parlant de calibrage, etc., de fruits, de légumes, voilà, pour relocaliser notre alimentation. Mais surtout, en fait, la solution, elle vient de celles et ceux qui produisent. Et c'est ce qu'on a fait à Lyon, hein, sur ces repas-là. On a mis en place ce qu'on appelle une commission agricole, donc qui regroupe à la fois la ville de Lyon, à la fois le secteur agricole et à la fois notre prestataire.
Et on a écrit le marché public ensemble pour se dire en fait quels sont les bons termes à inscrire pour relocaliser notre production et du coup recréer de la richesse localement. Quand on rajoute à la ville de Lyon la métropole de Lyon qui s'occupe elle des collèges, on est à peu près au même montant de volume de repas servis, à 22-23 000 repas tous les jours. Si seulement nous avions la région, mais bon, la région ex-Laurent Wauquiez, c'est quand même assez compliqué de parler de souveraineté alimentaire. Ça n'empêche qu'on pourrait rajouter comme ça des repas servis, notamment dans les collectivités. Et en écrivant bien les marchés publics, on pourrait justement recréer de la richesse localement au service des producteurs et des productrices, puisque nous, dans notre marché, la première chose que l'on a faite, c'est définir la juste rémunération des agriculteurs et des agricultrices. On l'a mis en préambule, en disant, voilà, on va faire un marché public, ça nous coûtera certainement plus cher, mais il sera au service à la fois du territoire, parce que des agriculteurs vont pouvoir se transiter en bio, ou pas, hein, d'ailleurs, ils seront juste très fiers de produire et bien payés pour produire dans les cantines lyonnaises. Et puis ils seront au service aussi de celles et ceux qui le consomment, c'est-à-dire les enfants de la ville. Donc voilà, en fait, localement, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Le marché de la restauration scolaire à Lyon, c'est 43 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Si toutes les collectivités demain allaient dans ce sens-là, en fait, on aurait déjà un levier qui serait très important pour recréer des richesses localement. Quand bien même, et là je te rejoins Fatima, quand bien même en fait on ne changerait rien d'autre, déjà d'utiliser les bons outils permettrait déjà en fait de trouver des solutions. Au-delà de ça, après, c'est comment on aide les agriculteurs et les agricultrices, notamment celles et ceux qui vont reprendre des fermes. Parce qu'on sait que 50% de la population agricole en France est vieillissante et va partir à la retraite dans les 6 à 7 années qui viennent. Donc en fait, il va nous falloir du monde. Il va falloir beaucoup de monde dans les champs. Ce n'est pas du tout le plan du gouvernement qui prévoit plutôt un large plan social pour, du coup, au contraire, élargir les parcelles, faire des grands champions de l'agriculteur d'hectares. Mais nous, ce qu'on dit, c'est non, au contraire, il va falloir beaucoup de main-d'œuvre, qu'il va falloir payer, bien sûr, mais qui sont une richesse fondamentale sur nos territoires, qui protègent en plus de ça les terres et les territoires. Donc comment on fait quand on est une ville ? La compétence est à la métropole, puisque la métropole de Lyon, c'est aussi une compétence de département. Ça n'empêche que quand on est une ville, on peut faire des choses. Et tu parlais des SIC agricoles, eh bien, il restait une ferme à Lyon qui allait, comme plein d'autres fermes en France, disparaître parce que son maraîcher, en l'occurrence, allait partir à la retraite. Et ben, on s'est mis autour de la table avec eux et on a investi. On a investi dans la SIC agricole, du coup, aux côtés de Saint-Cyr, qui est la ville à côté de Lyon, de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon. On a mis 150 000 € d'argent public, du coup. On est dans un collège de collectivités, du coup, aux côtés des repreneurs, pour maintenir ces repreneurs. Ils sont 3, ils font de la polyculture, ils sont ravis maintenant, ça marche du tonnerre. Et c'est aussi ça, d'utiliser les outils. Alors, il y a des choses à adapter à la marge quand même, puisque c'est des nouveaux modèles. Et typiquement, la dotation jeunes agriculteurs, pour l'instant, ils ne peuvent pas l'avoir parce que c'est un modèle qui ne le permet pas. Mais en fait, plus il y en aura, plus on arrivera à faire bouger les lignes sur ça. Je pense qu'il y a aussi à aller frapper dans les chambres consulaires, auprès des syndicats agricoles qui nous sont peut-être plus favorables que d'autres, mais même au niveau des chambres consulaires, des chambres d'agriculture. Ils le voient, le mouvement venir. Ils voient que ces jeunes s'installent différemment aujourd'hui, qui n'ont pas forcément de patrimoine agricole comme avant, qui ne sont pas héritiers ou héritières de fermes, etc., de corps de ferme, et que du coup, des nouveaux modèles doivent venir. Le rôle des collectivités locales, il est également, et c'est le deuxième point, commande publique, accompagnement, quand on peut faire au niveau de l'installation du foncier agricole. Le troisième et dernier point que j'ai, c'est celui du plaidoyer politique, en fait. On a quand même une force à parler, à s'unir entre collectivités de toutes couleurs politiques. Bon, il s'avère plutôt de gauche, à vrai dire, et écologiste. Ça n'empêche, on peut quand même faire du plaidoyer. Je vous parlais de l'exemple de l'Europe et des traités de libre-échange qui nous interdisent de mettre local. Ben ça, on peut faire du plaidoyer avec les Européens, belges, italiens, allemands, c'est ce qu'on fait avec des collectifs de villes, de collectivités en France et ailleurs, pour au moins se dire qu'on aurait une part des produits achetés qui pourrait être pour la souveraineté alimentaire des pays, et ça serait favorable d'ailleurs pour tous les pays d'Europe, parce que tout le monde a envie de faire ça.
enfin, tout le monde a envie de quand même aller chercher des produits qui sont de saison et qui sont à la porte à côté. On n'a pas envie d'aller chercher, même si c'est peut-être très bon, hein, des produits qui viennent de l'autre bout d'Europe pour servir dans les cantines lyonnaises. Surtout quand on a un territoire qui est si riche, et surtout à Lyon. Donc voilà, donc ça c'est le troisième point qui est à mon sens aussi fondamental, c'est le plaidoyer, c'est aller chercher les députés, les sénateurs pour l'écriture de projets de loi. On est en train de faire une très belle proposition de loi là, sur le droit à l'alimentation, la sécurité sociale de l'alimentation, aussi comment on remet de la justice alimentaire via ça, c'est-à-dire de l'argent qui serait versé universellement au foyer sur cotisation et qui serait géré finalement par des caisses, un peu comme la sécurité sociale à ses débuts, par des caisses départementales ou en niveau local, et qui permettrait de conventionner des agriculteurs, des agricultrices qui s'engagent sur leur territoire. Là, finalement, ça serait de l'argent facilement mobilisable et surtout ultra vertueux pour produire des richesses sur notre pays. Peut-être juste sur ce qui vient d'être évoqué, il ne faut pas miser sur l'Europe. Le ministre fédéral de l'économie en Allemagne, c'est un Vert allemand, et il a déclaré, vous aurez ça en libre accès en France, c'est publié par le Grand Continent, devant le patronat allemand, que jamais un gouvernement comme le sien, c'est-à-dire sans la droite, FDP, enfin sans la droite sauf le FDP, qui sont les libéraux allemands, avec le SPD et Die Grünen, le parti écologiste allemand, n'a donné au patronat allemand autant d'accords de libre-échange que le leur. Donc il y a des dissensions politiques européennes sur ces sujets-là qui ne sont pas surmontables à court ou moyen terme. Ça ne sert à rien de conserver des illusions sur ces sujets-là et de convergence, sauf à vouloir s'ancrer en France dans une naïveté qui nous coulera économiquement. Donc il faut trouver pour le coup d'autres solutions. Et ces autres solutions, elles existent avec des marges que l'on a. Il faut déjà réorienter l'usage des fonds européens dans nos territoires. Je parle majoritairement là, dans l'ensemble de nos territoires. Il y a quelques régions qui faisaient de l'ingénierie financière, qui interviennent en capitale, notamment l'Occitanie, pour des raisons historiques. Je suis carmosin d'origine. C'est les mines de Carmaux et le nord de la France qui ont permis ça, d'avoir des fonds d'investissement et que ces fonds d'investissement aillent en capital des entreprises. Moi, j'ai aussi contribué à ce que l'autorisation qui était nécessaire en Conseil d'État par les collectivités territoriales avant d'investir ait été supprimée. Je pense que c'était l'affaire Eliès dans les années 2007-2008. Il faut absolument casser la logique qui était dominante, même à gauche, du ni privatisation ni nationalisation. Il faut faire du et. C'est très simple pour les finances publiques locales. C'est comme prendre des parts de coopératives, parce que vous l'avez très bien dit, ça se réinjecte. Et contrairement aux subventions qui sont d'usage unique, si une entreprise connaît une aventure entrepreneuriale, on va dire, en ce compris scope, connaît un échec, que vous ayez fait des parts de coopératives, que vous ayez fait du capital d'investissement, des fonds propres, que vous ayez fait de la subvention, du prêt, c'est pareil, ça finit exactement la même. Mais si ça réussit, en revanche, les subventions, c'est à usage unique, alors que le capital, lui, il est à usage multiple. Et pour les coopératives, le problème, c'est que quand on n'a pas de fonds propres, on n'a pas accès aux prêts, on ne fait pas d'effet de levier, et donc on ne trouve pas de financement. Et ça, il faut absolument que l'on arrête ça. Moi, la seule chose sur laquelle je voulais vraiment conclure, c'est le plus gros problème, je pense, de la France. On nous bassine, on nous ment à longueur de journée en nous disant que nous sommes un pays étatisé. Étatisé, ça veut dire que la puissance publique est trop présente, intervient dans l'économie, etc. C'est faux et c'est archi faux. La France, c'est le pays, en langage européen, on appelle ça des aides d'État, qui pratiquent moins les aides d'État. Si on compare avec l'Allemagne, c'est 8 à 9 fois moins d'aides allouées aux entreprises, par exemple dans la transition écologique et dans les énergies renouvelables. Comment voulez-vous que nos entreprises s'en sortent si elles sont 8 à 9 fois moins aidées que le voisin, alors qu'il n'y a pas de barrière dans les échanges
économiques qui sont les nôtres. Ça n'est pas possible. Si on compare en matière agricole, j'étais très sensible à ce qui a été dit. Alors la PAC, ce n'est pas des aides stratégiques, c'est des euros donnés à l'hectare. Ça va changer. Mais jusqu'alors, ce n'est pas des aides stratégiques. Ce qui est stratégique en matière agricole, c'est les aides d'État. Pourquoi on mange des tomates néerlandaises dans toute l'Europe? Parce que les Pays-Bas pratiquent en volume autant les aides d'État que la France. Or, on est un pays qui a beaucoup plus d'agriculteurs, beaucoup plus d'exploitations. Les aides stratégiques, c'est-à-dire qui structurent les attaques économiques, ce qui permet aux entreprises de valoriser leurs produits, de garder les marges. Le drame de l'agriculture française, c'est qu'elle produit des matières premières, elle ne les transforme pas. Et comme en plus on est masochiste, on donne des aides à l'exportation pour les matières premières qu'on réimporte transformées. On abandonne nos marges, on n'a pas de politique alimentaire, et en plus, en parlant comme Jean-Pierre Coff, on réimporte de la merde. Bon, il faut sortir de ça, et c'est totalement possible. C'est juste une question de volonté politique, à cadre européen constant. Je pense que là, quand même, l'effet de levier, il est sur les collectivités territoriales. Il y a des villes qui ont des capitales. La ville de Lorient, je pense, elle-même une société de développement de capital de risque. Donc, on peut y aller. Et puis, dernier truc, moi, je ne suis pas totalement... Ouais, le dernier avant-dernier. Et on a une petite initiative qui est en train de se faire. Faut pas... C'est une petite pique à l'égard de la gauche, qui souvent voit dans les capitaux menaces, etc. Je peux comprendre, je connais bien ça. On a besoin, pour notre souveraineté, et pour notre souveraineté patriotique, de prendre l'épargne des Français pour aller en capital. Et ça, il y a une innovation qui vient d'être faite. On vient de lever le verrou au niveau européen. Il y a une petite boîte qui s'appelle Krypton, qui est en train de devenir la première bourse des PME en France. A été une énorme erreur de supprimer les bourses régionales. La bourse de Lyon, elle a été à l'origine de développement de boîtes qui ensuite sont devenues de très grandes entreprises. Il faut recréer des bourses régionales. Et il faut le faire pour permettre d'orienter l'épargne des citoyens avec des fonds citoyens gérés par des citoyens, avec les fonds d'épargne aussi gérés par les syndicats et l'épargne salariale. Et ça ira aussi vers les coopératives, quitte à assouplir un peu certains modèles juridiques. Ça, je pense, c'est une priorité. Aller chercher l'épargne aux citoyens, recréer des bourses régionales, financer les PME. C'est la garantie du maintien de l'emploi et aussi de l'innovation qui reste notre premier défi. Bon, je crois qu'on va pouvoir terminer parce qu'on aurait encore beaucoup de sujets à traiter sur ce point. Je termine en lançant une idée qui n'en est pas une parce qu'elle est souvent reprise. Mais dans un pays comme la France, quand vous n'avez pas un ministère de plein droit sur un sujet particulier et que vous dépendez de Bercy, je peux vous dire, c'est foiré d'avance. Donc, il est fondamental de réinventer un ministère de l'industrie. Ça ne règle pas ton problème de l'agriculture. Pourquoi je dis cela? Parce que ça pourrait être l'occasion. On voit bien que l'État est défaillant dans plein de domaines. On a un problème de... C'est quoi l'État moderne, l'État du 21e siècle parce que on nous dit toujours dépenser plus dans tous les secteurs. Bon, c'est pas possible non plus. Bon. Mais on ne s'est jamais posé la question de quel pourrait être un ministère de l'industrie aujourd'hui et de l'énergie. Tu as raison. Alors la recherche, ça dépend si tu mets toute la recherche ou pas. Bon, ça c'est un débat. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que dans l'État, comme d'ailleurs dans les collectivités, il y ait des gens qui croient en l'industrie, pas des financiers. Il faut des gens qui aient la culture, qui soient des ingénieurs, des passionnés, des gens. Et croyez-moi que dans le pays, il y en a. Depuis que j'ai fait le rapport sur l'intelligence économique, je n'imaginais pas le nombre de jeunes qui m'écrivent parce qu'ils pensent que défendre l'industrie nationale, l'industrie française, c'est une cause essentielle pour eux. Et franchement, des jeunes... Donc, il y a le potentiel. Le citoyen français, il pense que cet enjeu est vrai. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, il est pris entre deux feux. L'illusion qu'il suffit de faire 2-3 trucs, ça va être long de réindustrialiser la France. Mais il y a des choses à faire tout de suite. Et la deuxième illusion, la deuxième idée, c'est le fatalisme. On n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Alors ça, on adore en France, on allait rater les Jeux Olympiques, et bon. Donc, il faut qu'on combatte ça. Et sans une mobilisation, pas seulement des politiques, des citoyens, des collectivités, mais officiellement de l'État
qui en fait une de ses tâches majeures, je crois qu'on ferait œuvre utile si on était capable de redonner de la consistance à cette idée d'un ministère de l'Industrie, à condition de le concevoir de manière radicalement différente des autres ministères actuels. Merci à nos intervenants.